Merci d'être là et d'avoir bravé le froid pour débattre d'un sujet qui trouve ici, en ce lieu, un écho tout particulier, l'immortalité. J'aimerais commencer par une citation extraite de La brièveté de la vie, l'ouvrage d'un philosophe romain du 1er siècle de notre ère, Sénèque. Nous n'avons pas véritablement une existence courte, mais nous en gaspillons une part considérable. La vie nous a été donnée assez longue et avec une libéralité propre à l'achèvement des plus grandes choses, pour peu qu'elle soit bien gérée de bout en bout. En revanche, dès lors qu'elle s'éparpille à travers luxe et inadvertance, dès lors qu'elle n'est dépensée pour aucune œuvre de qualité, finalement acculée par l'ultime et fatal décret, sans avoir réalisé qu'elle s'en allait, nous sentons qu'elle a passé. C'est comme ça, nous ne souffrons pas d'une vie brève en soi, mais nous la faisons telle. Nous n'en sommes pas déficitaires, mais prodigues. Ainsi, d'immenses et royales ressources, échues à un mauvais maître, en un moment sont dissipées. Mais si modestes soient-elles, qu'on les confie à un bon gestionnaire, elles s'accroîtront à la longue. De même, notre existence, à qui l'administre bien, offre de vastes perspectives. Sénèque n'a pas eu trop à se plaindre de la brièveté de la vie puisqu'il a vécu une 60aine d'années, ce qui, pour l'époque, correspond à un âge centenaire, voire davantage. Il nous dit là toutefois que la durée de la vie ne compte pas, mais plutôt ce que nous en faisons. En bref, mieux vaut vivre quelques décennies et produire au hasard l'œuvre de Sénèque que vivre éternellement et dépenser notre temps en sottises, dirait-il, je pense. C'est là évidemment le point de vue du philosophe. L'écrivain Philip Roth, l'écrivain américain récemment disparu, peut-être un brin plus honnête, déclarait « La vieillesse n'est pas une bataille, elle est un massacre ». Voilà. Vieillir, mourir, hélas, sont pour l'instant notre horizon indépassable. Aubrey de Grey, vous êtes biologiste, spécialisé dans le vieillissement et directeur de l'Institut de recherche Sens, qui travaille aux stratégies pour une sénescence négligeable, c'est donc le sens justement de l'acronyme. Selon vos dires, vous êtes en guerre contre le vieillissement et vous affirmez que nous sommes sur le point de mettre un terme au massacre justement que déplorait Philip Roth. C'est ce que vous allez nous expliquer et nous présenter tout de suite lors d'une courte conférence d'une dizaine de minutes. Suite à laquelle, Cynthia Fleury, je vous ferai réagir et nous entamerons donc un débat. Cynthia Fleury, je le rappelle, vous êtes philosophe et psychanalyste, professeur au Conservatoire national des arts et métiers, vous êtes titulaire de la chaire Humanité et Santé et vous êtes également l'autrice de nombreux ouvrages sur la bioéthique et la vie en régime démocratique. Monsieur Aubrey de Grey, la parole est à vous. Merci. En avant, je m'excuse, je parle français un petit peu seulement, donc je parlerai en anglais. I am 55 years old, and I can see that many of you are older than me. How do you want to do this? Yeah, you go. Alors, j'ai 55 ans et je vois bien que beaucoup d'entre vous en ont plus que cela. But soon, I will not be able to see that. I will not be able to tell how old you are just by looking at you. Mais bientôt, ça sera impossible, c'est-à-dire que je ne pourrai plus déterminer votre âge simplement en vous regardant. Now, I don't know how soon that's going to happen. It may be 20 years from now. It may be 100 years from now. Alors bientôt, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, ça peut être dans 20 ans, ça peut être dans 100 ans. But that doesn't bother me. I know that what I want to do is to make it happen as soon as possible. And of course, I'm not just talking about how you look. I'm also talking about how you feel and how you function. Alors pour moi, ça n'est pas un problème de ne pas savoir dans combien de temps ça arrivera. Tout ce que je sais, c'est que ce que j'aimerais faire, c'est rendre cela possible aussi vite que possible. Et je ne parle pas uniquement de votre aspect physique, mais de vos sensations également. Now, this uncertainty about how soon this breakthrough is going to happen is normal. We have that same kind of uncertainty. I'm sorry. We have that same kind of uncertainty for all new technologies.
Alors, ce degré d'incertitude quant à savoir à quel moment arrivera cette percée est assez normal. On a le même niveau d'incertitude pour toutes les nouveautés technologiques. For example, with powered flight, which was first achieved in 1903, some people were saying the previous year that it would never be done. But also, 400 years earlier, Leonardo da Vinci probably thought it was going to happen pretty soon. Et par exemple, pour les premiers vols en avion, ça remonte à 1903, simplement un an avant le premier vol. Certains disaient que ça n'arriverait jamais, mais 400 ans avant, De Vinci pensait que ça ne saurait tarder. Now, the reason I am talking so much about this uncertainty is because most people are very bad at reasoning with uncertainty and behaving rationally in the presence of uncertainty. Et alors pourquoi j'insiste sur cette notion d'incertitude? Parce que la plupart d'entre nous sont assez mauvais pour raisonner, rester rationnels dès lors que l'incertitude émerge. In particular, in this case, we are not trying hard enough to bring forward the defeat of aging. I think that the situation is quite similar to how things were maybe 100 years ago in relation to cancer. Et surtout dans ce domaine-là, on n'essaye pas suffisamment de parler de la question de vaincre le vieillissement. Et d'ailleurs, la situation actuelle est quasi similaire à la situation face au cancer il y a une centaine d'années. Even 50 years ago, in most societies, it was just not normal to talk about cancer and to say that your loved one had cancer or to discuss it as a disease. It was kind of a taboo topic. Et même il y a encore 50 ans, dans la plupart des sociétés, on ne parlait pas du cancer. On ne disait pas que l'être aimé avait un cancer, on n'en parlait même pas comme d'une maladie. En fait, c'était un sujet quasiment tabou. And of course, even today, we have still by no means actually solved the problem of cancer. It's still a huge problem. But we are much closer to solving it than we would be if we had not become more rational in talking about it. Mais même encore aujourd'hui, on n'a pas du tout encore réglé le problème du cancer. C'est encore un problème considérable. Mais on est toujours plus proche de la solution qu'on ne l'aurait été si on n'avait pas décidé de le prendre à bras-le-corps et de rester rationnel en parlant. Now, of course, today we do talk a lot about aging, but mostly we do not talk about it in a rational way. We make up excuses for aging. We make up reasons for thinking that it's a blessing in disguise, so that we don't have to get preoccupied by it. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du vieillissement, mais la manière dont on en parle n'est principalement pas rationnelle. On est là à se chercher des excuses, à justifier que c'est une aubaine et non pas une catastrophe. And that was sensible until recently, because until the past 20 years or so, we didn't have any idea how we might even begin to bring aging under real medical control. Et jusqu'à récemment, ça avait encore du sens. Jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on n'avait aucune idée de comment on allait commencer à envisager un contrôle médical du vieillissement. But now we do. We are close to developing a kind of toolkit, a panel of medicines that will be able to repair the damage of aging. Mais on n'est pas loin maintenant d'envisager le contrôle médical du vieillissement. On est très proche du développement d'une sorte de boîte à outils, un ensemble de médicaments qui nous permettrait de contrôler les dégâts provoqués par le vieillissement. In order to explain what I mean by repairing the damage of aging, I can simply make the analogy with cars or aeroplanes or any other simple man-made machines. Et alors pour vous expliquer ce que j'entends par réparer les dégâts du vieillissement, il suffit de faire une analogie avec la voiture, l'avion ou n'importe quel appareil qui a été conçu par l'homme.
We have some cars today that are more than 100 years old, and they are working just as well as when they were built, and yet they were only designed to last for maybe 10 years. Alors aujourd'hui, il existe des voitures qui existent depuis plus de 100 ans, qui fonctionnent toujours aussi bien que lorsqu'elles ont été construites, et qui pourtant n'avaient été conçues que pour fonctionner pendant une dizaine d'années. Now, the idea that we might be able to do the same thing to the human body, to do comprehensive preventative maintenance that keeps it going, that idea seems very strange because we know that the human body is far more complicated than any man-made machine. Alors, l'idée qu'on pourrait faire la même chose avec le corps humain, c'est-à-dire opérer une maintenance préventive complète du corps humain, c'est une idée qui paraît saugrenue parce que le corps humain est nettement plus complexe que tout appareil qui aurait été créé par l'homme. But my work, my job, is to understand that complexity. And it turns out that yes, the problem is harder than it is for a car. That's why we can't do it yet. But it's not out of reach. We're getting there. Et mon travail au quotidien consiste à comprendre précisément cette complexité du corps humain. Et en réalité, c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe et ce sera beaucoup plus dur que pour une voiture. On n'y est pas encore, mais ça n'est plus un but inaccessible. And of course, as with any difficult problem, we will get there sooner if more people support it. So it is really important right now that we get out of this idea of making excuses for aging. Et évidemment, comme c'est le cas pour tous les problèmes qui sont difficiles à résoudre, on y arrivera d'autant plus vite et que l'on est plus nombreux et de plus en plus nombreux à soutenir cette idée. Donc il va falloir qu'on arrête de se trouver des excuses au vieillissement. Whenever I give talks or interviews, people always ask me the same questions. They will say, oh, if we didn't have aging, we would have too many people, or we wouldn't be able to pay the pensions, or it would be really boring, things like that. Alors à chaque fois que je me rends à des conférences pour m'exprimer, à chaque fois que je suis en interview, je reçois les mêmes questions. Si on ne vieillissait plus, on serait beaucoup trop nombreux, on aurait des problèmes de retraite, on s'ennuierait, c'est toujours ces questions-là qui reviennent. And I've been answering these questions over and over and over again for like 15 years or more, and nobody says that my answers are wrong, they just ignore the answers. Et moi, ma réponse, c'est toujours la même, encore et encore et encore, depuis 15 ans, voire plus. Et personne ne me dit jamais que j'ai tort dans mes réponses. Tout simplement, ce que les gens font, c'est qu'ils ignorent complètement ce que je leur ai répondu. I believe that the only reason that people do this is because they are terrified of getting their hopes up. People who will always be perfectly intelligent in any other topic will just refuse to apply their intelligence to this topic. Et la raison pour laquelle les gens ont tendance à ignorer ma réponse, c'est qu'ils sont, d'après moi, complètement terrorisés à l'idée de pouvoir avoir de l'espoir. Et des gens qui sont parfaitement intelligents dans tout un tas d'autres domaines vont complètement arrêter d'être intelligents lorsqu'il s'agit de cette question-là. So you can tell this makes me very angry. And I want it to make you angry too. Because let's face it, aging kills more than 100,000 people every day. And most of those people die after a long period of ill health and suffering. It's a big problem. Alors, comme vous pouvez le constater, ça me met très en colère. Et je voulais que vous aussi, vous soyez en colère. Parce qu'il faut faire face à la réalité. Le vieillissement coûte la vie à 100 000 personnes par jour. Et la plupart de ces 100 000 personnes par jour meurent après avoir longtemps souffert de souffrances physiques, de maladies. Well, I hope I have given you something to think about and Cynthia something to talk about. So I will stop there. Thank you. Voilà, j'espère que ça vous donnera du grain à moudre pour vos réflexions et à Cynthia pour une réaction. Merci.
Merci Aubrey de Grey. Cynthia Fleury, la quête de l'immortalité est un vieux rêve, tout comme celui de voler, et pourtant nombre de philosophes nous disent que philosopher, c'est aussi apprendre à mourir, n'est-ce pas? Donc la quête de la sagesse, dit-on, est liée au fait d'accepter le vieillissement puis la mort, bien qu'évidemment nous n'ayons pas le choix. L'immortalité, donc, signerait une révolution non seulement technologique, mais philosophique et métaphysique majeure, bien différente de celle d'Internet ou des téléphones portables, par exemple. Alors, bonsoir à tous d'abord. Pardonnez-moi pour la voix, qui est un petit peu cassée. Alors, il y a plusieurs choses dans ce qui a été dit sur la question qu'il n'y ait pas assez de recherche sur tous les travaux liés à la question de la longévité, du vieillissement, de l'entrée dans la dépendance et du fait de venir retarder au maximum l'entrée dans la dépendance. Je crois qu'on est, en tout cas, relativement, peut-être pas tous d'accord, mais beaucoup d'entre nous. Il y a une concertation grand âge et autonomie qui est en train de se jouer en ce moment, d'ailleurs, qui reçoit un très fort retour de la part des personnes qui montrent que la question du vieillissement est une question absolument clé dans nos sociétés. C'est vrai qu'on met sur le côté, alors peut-être parce qu'on a peur de l'espoir de croire qu'un jour on pourrait ne pas mourir, mais pour l'instant je dirais qu'on la met surtout sur le côté parce qu'on a peur de mourir et que cette question-là, elle panique. Et donc, à la fois le dénigrement et la négation de cette question, elle constitue nos sociétés, et ce qui est problématique. Et ça, moi, je partage tout à fait l'avis d'Aubrey là-dessus. Ça me paraît vraiment clé. Après, vous avez le vieillissement et des questions par rapport au vieillissement. Le vieillissement, nous, au CCNO, au Comité national d'éthique, on a défini avec d'autres, bien évidemment, le vieillissement de façon d'abord très différentielle. Donc c'est bien tout le problème, selon les catégories socio-professionnelles, selon les territoires, selon la vitalité des uns et des autres, etc., selon les tissus, ensuite à l'intérieur, les cellules qui peuvent être chez un tel ou ceci, comme ça. Donc vous savez juste que, en gros, c'est multifactoriel et ça va être effectivement une altération des fonctions cognitives, motrices, physiologiques, et c'est cette déprise effectivement avec la vie. C'est une entrée petit à petit dans l'irréversible. Bon, voilà ce que c'est que le vieillissement. La question qui nous sépare, c'est que Aubrey pose que la limite n'est pas intrinsèque à l'homme, et éventuellement d'autres philosophes dont je suis peut-être, j'avoue que je n'ai pas posé cela, mais pose que cette limite, elle est intrinsèque à l'homme. Bon, et notamment une limite biologique. Bon, très sincèrement, la question, encore une fois, de l'immortalité, elle est vieille comme le monde et elle est vieille comme la mort des hommes qui ont toujours constitué leur métaphysique ou leur religion ou leur littérature sur la question d'aller se confronter précisément à la mort et surtout sublimer cette mort. C'est ce qui a fait, je pense, notre humanisme, c'est que nous attrapons la question de la finitude et nous tentons de la sublimer et de faire en sorte que cette finitude ne vienne pas détruire nos vies par précisément le caractère mortifère. Et pour l'instant, je dirais que les grands spécialistes de cette symbolisation, entre guillemets, de la mort, c'était la littérature, c'était les arts, voilà. C'était pas la technique. Et aujourd'hui, la technique est en train de vouloir poser ce rêve, cette illusion peut-être, de dire voilà, il y a eu l'évolution biologique qui a constitué l'homme, et puis demain, ce sera l'évolution technologique qui va constituer l'homme, et en dernière instance, parce que peut-être que le fait de devenir une species technica, ce sera l'avenir de l'homme. Mais Aubrey l'a dit, on ne sait pas, et comme il ne prend pas, comme d'autres, rendez-vous avec nous, si je pense à Kurzweil qui dit très clairement dans 50 ans, dans 100 ans, c'est singularity, etc. Donc là c'est simple, si j'ose dire,
sifflet du cours de la récré va arriver vite. Aubrey, il ne fait pas ça, c'est plus subtil. Il dit, écoutez, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Il a raison, moi, je ne sais pas non plus. Je dis juste qu'il y a éventuellement quelques angles morts sur, c'est vrai, sur cette question, non pas encore une fois d'aller travailler sur toute la marge de progression des recherches médicales liées à la longévité. Je le défends et je le défendrai toujours. Et avec cette idée qu'on repousse encore une fois l'entrée dans la dépendance. Et on sait aujourd'hui que tout ce qui a été fait, si vous voulez, avec, prenons la vaccination, qui a été une révolution considérable pour la question, bien évidemment, de la mortalité. Sur la question de la médecine préventive, on est à 0. Donc la marge de progression, elle est énorme. Donc je crois que tout le monde peut le dire là-dessus. Sur la médecine génomique et la médecine dite de précision, à partir du moment où vous avez une médecine qui peut précisément aller traquer la pathologie de façon très singulière à l'intérieur des êtres, oui, nous allons faire des bons, et ce qui est devant nous est absolument déterminant. En revanche, après, il y a d'autres questions qui sont un peu les angles morts de cet éventuel transhumanisme possible, mais le mot n'a pas été posé, donc il ne s'agit peut-être pas de cela non plus. C'est pour ça que c'est pas si simple de... Voilà, parce que j'ai pas entendu ça, j'ai entendu des choses plutôt volontairement, enfin très volontaristes sur cette idée que précisément le vieillissement était réversible. Voilà, donc ça c'est une idée. Je ne sais pas si elle est juste, je ne sais pas la fiabilité, si vous voulez, des travaux scientifiques liés à cela. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que ceux qui portent cette idéologie-là flirtent aussi avec des choses qui sont plus compliquées. Question du transhumanisme, avec le fait de dire qu'il y a un droit pour tous à l'augmentation. C'est quelque chose d'important. Nous avons construit nos sociétés sur la mutualisation autour de la notion de réparation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est entre guillemets un tout petit... Et c'est déjà très compliqué, hein, puisqu'on ne peut pas dire non plus qu'on a une sécurité sociale absolument égalitaire, etc. Mais on a posé quelque chose de régulateur qui était de dire, voilà, on répare, et donc on identifie une pathologie, et on essaye de remettre à niveau. Et donc on a constitué nos sociétés autour d'une norme, et notamment aussi du vulnérable. Là, il ne s'agit pas de ça. Quand on bascule dans le droit à l'augmentation, c'est donc notre nouvel étalon, c'est la surnorme. Et c'est beaucoup plus compliqué d'organiser un modèle solidaire autour de ça. Parce que jusqu'où, comment... Donc la question du modèle de justice sociale derrière cette question, c'est vrai, elle n'est pas simple. Donc ça, c'est un vrai angle mort. L'autre grand angle mort, c'est que tous ceux qui défendent aujourd'hui le courant transhumaniste, c'est aussi des grandes puissances financières, c'est-à-dire c'est aussi les GAFA, c'est aussi la collecte de certaines données, c'est aussi tous ceux qui font converger ce qu'on appelle les NBIC, c'est-à-dire les nanos, les biologies, l'information, l'informatique et puis les sciences cognitives. Et tout ça pour dire que, pour l'instant, c'est essentiellement cette puissance financière très intéressés, même si certains s'en défendent et considèrent que tout ça est non-profit, mais ce n'est pas non plus le système public représentatif d'un certain type de vérification par les pairs, etc. Et donc, on a la crédibilité de ces travaux qui portent à questionnement. Et puis après, il y a des vraies questions sur le fait que ça nous propose un idéal de liberté, le transhumanisme, c'est très libertarien, hein, c'est je suis seul à pouvoir décider des modifications qui peuvent être, sur mon corps. Et en fait, quand on voit cela, en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout, dans la mesure où aujourd'hui, si vous prenez simplement une technologie qui est déjà en place, qui s'appelle CRISPR-Cas9, et CRISPR-Cas9, vous les avez tous entendus, hein, c'est métaphoriquement, c'est ces ciseaux, entre guillemets, moléculaires qui nous permettent comme ça d'éditer un peu le génome en coupant des brins et en venant corriger les gènes pathogènes. On avance,
On travaille sur les embryons, aujourd'hui jusqu'à 14 jours. On ne réimplante pas les embryons. Allez, dans moins de 10 ans, les embryons, ils sont réimplantés. Hein. Donc CRISPR-Cas9, c'est déjà le pied dans ce monde-là. Et la spécificité de CRISPR-Cas9, quand même, c'est de modifier la lignée germinale. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle la convention d'Oviedo, 1997, c'est-à-dire le fait que nous avons signé à plusieurs le fait de ne pas venir modifier le patrimoine génétique de l'humanité, ben on est à 2 doigts de... Même, je pense qu'on a sans doute déjà basculé. Et donc quand un transhumaniste dit « moi je veux pouvoir me modifier moi seul », en fait, lorsqu'il se modifie, il modifie les autres, par le fait qu'il modifie la lignée germinale. Et donc, bien évidemment, si vous voulez, cette illusion d'un isolat, d'un individu isolat, dans la surnorme, totalement déconnecté des autres, avec le fait qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, cela n'impacte pas autrui, ben c'est faux. C'est faux et bien évidemment, ça embarque l'humanité dans une toute autre aventure et qui de fait que voilà, c'est important que chacun d'entre nous se saisisse de l'avenir éminemment politique, si j'ose dire, de cette question. Mais encore une fois, moi j'ai avancé sur le terrain transhumaniste et le mot n'a pas été prononcé par Aubrey. Oui, parce que je crois qu'au gré de gré, vous ne vous définissez pas comme un transhumaniste. Pas tout à fait, en tout cas. You're quite right, I don't. And I think it's very important to understand why. I don't work on longevity. Everybody says that I work on longevity, but actually I just work on health. Vous avez parfaitement raison, je ne me définis pas comme tel, et je vais vous dire pourquoi. En fait, tout le monde dit que je travaille sur la longévité. Moi, je ne travaille pas sur la longévité, je travaille sur la santé. And that's a big difference, because health isn't controversial. I bet that nobody in this room tonight wants to get Alzheimer's. In fact, I bet that nobody in this room tonight wants anybody else to get Alzheimer's. Et c'est une différence considérable parce que la santé n'est pas sujet à controverse. Je suis prêt à parier que personne ici ce soir ne souhaite avoir la maladie d'Alzheimer et que personne ne le souhaite ni pour lui-même ni pour les autres d'ailleurs. So we have a crazy conflict of logic here. We have created a world in which almost everybody dies from being sick. Hardly anybody dies from being hit by a truck. Et donc là, on est face à un conflit de logique pure, c'est-à-dire qu'on a créé un monde où presque tout le monde meurt de maladie. Statistiquement, quasiment personne ne meurt écrasé par un bus. Which means that if we stop people from getting sick, they are, on average, definitely going to live a lot longer. And yet, we on the one hand say we don't want people to be sick, and yet on the other hand we say, oh, we're much more uncertain about whether we want people to live longer. It's just illogical. Et si on n'avait pas de maladie, c'est évident qu'en moyenne, les gens vivraient beaucoup plus longtemps. Et pourtant, on est dans une situation où d'un côté, on ne veut pas que les gens soient malades, et de l'autre, on ne souhaite pas vivre plus longtemps. Donc il y a un vrai paradoxe. So I say we just have to grow up and stop being illogical. We have to accept that, yes, a world in which nobody gets sick is going to be a very different world, and we have to figure out how that world is going to work. But we must not slow down the transition into that world. Alors, moi, ce que j'avais à dire, c'est qu'il va falloir qu'on grandisse et qu'on arrête de raisonner de manière totalement illogique. C'est évident qu'un monde sans maladie sera un monde différent, mais à nous de commencer à réfléchir à comment il va fonctionner sans pour autant ralentir ce processus. So, in conclusion, the reason why I do not think of myself as a transhumanist is because the work I do involves keeping people human. Healthy people are human, and I just want people who were born a long time ago to be that kind of human. Thank you.
Et donc pour conclure, la raison pour laquelle je ne me considère pas comme un transhumaniste, c'est parce que mon travail consiste à nous permettre de rester des humains. Et les personnes saines sont des personnes humaines. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui sont nés il y a très longtemps restent des humains. Cynthia Fleury, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de la santé liée à l'humanité ? Oui, moi je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, si vous voulez, dans le fait à un moment donné, de s'interroger sur ce que l'on pense être une évidence. Et je pense que l'humanisme est un rapport critique aux choses et qu'à partir de ce moment-là, s'interroger sur les processus de réversibilité de la vieillesse, s'interroger sur la ligne de connexion indépassable entre l'homme et la vieillesse, entre la santé et la vieillesse, etc. Pour moi, ça fait partie de l'humanisme, de la science, et la connaissance a toujours progressé ainsi, et elle ne progresse que comme ça, que soudainement en se dessaisissant de ce préjugé qui vient dire « c'est inéluctable ». Bon, les lumières, c'est l'envers de ça. Bon, donc, je suis dans cette visée-là, si vous voulez, d'avoir une vision d'une certaine manière beaucoup plus logique, comme il dit, et beaucoup plus ambitieuse, en disant arrêtons de voir le vieillissement comme inéluctable, parce que visiblement, ça ne nous aide pas à travailler assez pour le retarder au maximum, voire peut-être pour l'éradiquer, je ne sais pas. Mais oui, je crois que oui, il y a un préjugé qui vient de notre morale, qui vient de notre héritage, pour certains religieux, de notre héritage métaphysique, de notre héritage... voilà, c'est-à-dire qu'on a constitué notre civilisation aussi là-dessus. Parfois sur un préjugé doloriste, qui considère même que ne pas souffrir, ce n'est pas... voilà, ce n'est pas... offrir une humanité à l'homme. Qu'est-ce que ce serait cette humanité qui ne souffre pas? C'est pas sérieux. Bon, donc on sait très bien qu'on a des préjugés comme ça, doloristes, qui ont constitué nos façons de vivre. Et elles sont très très ancrées. Et elles traversent aussi le corps médical, bien sûr, les sciences humaines et sociales, etc. Donc, si vous voulez, sur le fait de ne pas être dans un rapport dogmatique avec cette idée que voilà, je viens poser de toute façon que c'est inéluctable, moi, tout à fait, ça me va. Après, sur le comparatisme, alors j'entends, il est peut-être simplement didactique de dire, tiens, après tout, la vie, c'est une nanomachine comme une autre. Je ne sais pas répondre à cette question. Bon, je n'en suis pas sûre. Alors effectivement, il y a un niveau de complexité, et Aubrey est tout à fait d'accord pour dire que ça n'a strictement rien à voir, mais on sait très bien que, si vous voulez, il n'y a pas qu'un rapport de degré et de quantitatif dans cette complexité. Il y a le fait que cette complexité, c'est celle de la vie, et que donc elle a des propriétés émergentes autres. Bon. Mais encore une fois, je n'ai pas si vous voulez, de certitude pour dire, voilà, il y a une entrée dans l'irréversibilité, j'en ai l'intuition, si vous voulez, mais ça s'arrête là. Et pour l'instant, simplement, la vie et le fait que les uns et les autres trépassent vient valider cela. En revanche, il faut faire juste un peu attention. Une fois qu'on a posé ça, et qu'on autonomise un peu cette question, qu'on la met, comment dire, à la fois de manière démocratique ici en débattant, et puis bien évidemment de manière scientifique avec les chercheurs, il faut faire attention à toute l'instrumentalisation de ce rêve-là, de cette illusion-là peut-être, et ça c'est en revanche déjà là. Parce que autant l'irréversibilité, entre guillemets, enfin la réversibilité de la vieillesse, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, mais la marchandisation de la mort et du business de l'immortalité, c'est là tout de suite. Hein. Il n'y a pas besoin, si vous voulez, d'attendre un an, c'est tout de suite là. Et ça, en revanche, il faut, je pense, faire un peu attention et s'obliger les uns et les autres
voilà, à ne pas trop jouer ni les apprentis sorciers et surtout à empêcher, encore une fois, un phénomène de confiscation de richesses pour les uns, parce que c'est des sommes là aussi assez délirantes. Et donc c'est toujours compliqué parce que oui, c'est aussi par ces grands investissements qu'on peut éventuellement faire avancer les choses, mais enfin on voit bien que voilà, si on veut porter ça de façon cohérente, il va falloir plutôt faire des grands plans publics nationaux et internationaux autour de cette question. Et c'est vrai que les questions de... Prenons simplement la France, la médecine préventive. La médecine préventive, en France, c'est même pas 2% du budget national. Donc, pour le coup, c'est bien qu'il se passe quelque chose, si vous voulez, sur le fait qu'on pose le vieillissement comme étant quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Alors, de moins en moins, bien évidemment, heureusement. Mais quand même, il y a encore cette trace et finalement, on a été assez lent voilà, on est allé facilement sur la Lune, mais simplement pour avoir un rapport à soi moins irréversible, si j'ose dire, on est encore assez timide. Bon, mais voilà. Il y a tout de même une prédiction que fait Aubrey de Grey, même une annonce plutôt, à savoir que le premier homme ou la première femme à vivre 1000 ans est déjà né et aurait aujourd'hui 30-40 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à cette conclusion, Aubrey de Grey? Yes, certainly. So, yes, Cynthia was a little bit too kind to me earlier on when she said that I just say that I don't know how long this is going to take. Oui, volontiers. Je vous ai trouvé un peu trop gentil avec moi lorsque vous disiez que je ne savais pas combien de temps ça prendrait. I certainly do say that I don't know how long this is going to take, but I put probabilities on the time frame. I think that we have a 50-50 chance of getting to a decisive tipping point in the development of these therapies within 20 years from now. Alors c'est vrai que je dis que je ne le sais pas, mais si on fait rentrer les probabilités dans l'équation, on est à environ 50-50 de pourcentage de chance de parvenir à un point de bascule dans le développement des traitements d'ici une vingtaine d'années. Now, I know that there is at least a 10% chance that we won't get to that point for 100 years. So, in that sense, Cynthia was correct. I'm saying I don't know. Mais ce que je sais également, c'est qu'il y a un minimum de 10% de chance pour qu'on n'y arrive pas, même dans 100 ans. Donc, de ce point de vue-là, Cynthia avait raison, au sens où, effectivement, je ne sais pas. And there is a huge debate among my fellow experts about whether we should be giving any kind of predictions, even probabilistic predictions like this. Et il existe un débat à l'heure actuelle qui agite mes confrères experts, à savoir est-ce qu'il faut se prononcer sur une prédiction, même en intégrant les questions de probabilité comme ce que je viens de faire. Some of my colleagues say that I am irresponsible in making such predictions publicly because I will be creating false hope among the wider world. Certains de mes collègues disent même que je suis irresponsable lorsque je fais ce type de prédiction en public parce que ça risque de susciter de faux espoirs dans le monde entier. But I say the exact opposite. I say that my colleagues are irresponsible in not making probabilistic predictions of these timeframes because by not saying anything, they are perpetuating the false lack of hope, the false despair that exists in society today. Mais moi je dis tout le contraire, c'est-à-dire que ce sont eux qui sont irresponsables, car en n'émettant pas de prédiction sur les délais qu'il faudrait, eh bien ils ne disent rien, ils perpétuent cette absence totale d'espoir, cette sorte de désespoir dans lequel on vit. So to clarify this business of living to 1,000, I do not think that we will have medicines 20 years from now that will allow us to live to 1,000. But I do think
that we will have medicines that will let us live another 30 years or so, and that will be enough time to develop the next generation of medicines that let the same people live longer still, and so on. So it will be equivalent to having perfect medicines starting 20 years from now. Alors pour clarifier toute cette histoire de vivre jusqu'à 100 ans ou pas, je ne pense pas que dans 20 ans, on aura des médicaments qui nous permettront de vivre 100 ans. En revanche, ce que je pense, c'est que dans 20 ans, on aura des médicaments qui nous permettront d'allonger la vie d'environ une trentaine d'années et que dans ce temps-là, eh bien, les mêmes personnes on aura développé des médicaments qui permettront à ces mêmes personnes d'être la même génération et de vivre encore plus longtemps et que donc oui, de manière symbolique, on aura vécu 100 ans. And because these medicines will rejuvenate people, they will actually repair damage and make people biologically younger again, that means that the first people who will benefit will be people who are already 60 or 70 years old when the medicines become available. So that's how I get my prediction. Et puisque ces médicaments vont rajeunir les personnes qui les prendront, elles seront donc biologiquement plus jeunes. Donc les premiers à en profiter auront 60-70 ans quand ces médicaments seront disponibles. Et voilà comment j'en arrive à ma conclusion. Cynthia Fleury, peut-être une réaction ou... Alors, juste une réaction, rapide, c'est que là on réfléchit comme dans un bocal, au sens où on oublie que derrière des travaux, même s'ils sont portés encore une fois par essentiellement des groupes privés, puisque c'est le cas aujourd'hui, c'est que si vous voulez, pour que cette chose-là, même ce qui est dit ici par Aubrey puisse arriver, en fait, il faut une cohérence beaucoup plus grande et il faut quelque chose de beaucoup plus systémique. C'est-à-dire qu'il faut derrière des politiques publiques qui suivent, la question de l'accès à cela, la question aussi d'un environnement, et donc parce que la santé aujourd'hui, elle est considérablement aussi mise à mal par la qualité environnementale, donc il faut que cette qualité environnementale soit au rendez-vous. Donc il faut toute une série, si vous voulez, de choses pour que tout d'un coup, ce qu'il raconte là puisse éventuellement émerger dans un chiffre qui soit un chiffre digne de ce nom et pas simplement une petite élite. Et encore même, la petite élite, elle ne peut pas, si vous voulez, se dessaisir de la réalité quand même de l'accès à un certain type de médicaments, même si elle se protège comme elle peut, ou de tout simplement la qualité environnementale. Bon. Donc là, on voit d'ailleurs que c'est là où c'est très intéressant, et moi je défends les questions de régulation démocratique. On voit très très bien qu'il y a des boucles véritablement de vulnérabilité, et là où on a des états de droit en faillite, trop conservateurs, néolibéraux, etc., très souvent on a un accès à la santé bien moins équitable, et donc tout d'un coup des arrêts très très importants sur l'espérance de vie. Et bien évidemment, quand en plus l'environnement est mis à mal, et pareil, vous avez aujourd'hui une grande partie des maladies chroniques qui sont devant l'infectieux, qui sont causées par des facteurs environnementaux. Donc tout ça fait que tout d'un coup cette réflexion, si sympathique, si théorique soit-elle et si importante aussi soit-elle, parce qu'encore une fois, moi je pense que, si vous voulez, il y a quelque chose de régulateur dans le fait de ne pas poser comme inéluctable une certaine date de la fin de la vie. Mais en revanche, cette question dessaisie de tout le reste m'intéresse peu, parce que je trouve qu'elle s'auto-détruit d'elle-même, si vous voulez. Donc voilà, je dirais un tout petit peu mon sentiment. Cynthia Fleury, vous exprimez l'inquiétude d'un inégal accès à une durée de vie. Could I just answer this a little bit? Bien sûr, j'allais vous faire réagir justement. There are two kinds of response to what Cynthia said. In English, we often say you can see that a glass is half empty, or you can see that the glass is half full. And I am a glass half full kind of guy. So a glass half empty kind of guy would say,
Yes, Cynthia, I know. I've been answering those questions for the past 15 years, and I refer you to the 8,000 videos of me on YouTube and so on. But I don't say that. I'm a glass half full kind of guy. I see that I am sitting in the Panthéon with a very prominent and eminent philosopher for the first time. This is better than last year. Last year I wasn't doing this. So progress is being made. Alors, il y a deux types de réponses que je peux apporter à ce que vous venez de dire. On a tendance à parler du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Alors moi, je suis le genre de type qui a plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Et ce que dirait quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, ce serait « Oui, Cynthia, je sais, ça fait à peu près 15 ans que je réponds à ces questions-là, donc je vous invite à aller voir les quelques 800 vidéos de moi sur YouTube pour trouver la réponse à cette question. » Je ne suis pas ce genre de type, j'ai tendance à voir le verre à moitié plein, et moi ce que je constate, c'est que là, je suis ici, au Panthéon, à côté d'une philosophe éminente, c'est la toute première fois pour moi, et pour moi, ça c'est déjà mieux que l'année dernière. L'année dernière, je n'étais pas là, et donc il y a du progrès. La question que j'allais vous poser au gré de gré, c'est que vous, par rapport à l'inquiétude qu'exprimait Cynthia Fleury sur l'inégal accès éventuel à une durée de vie allongée, si ce n'est à l'immortalité, vous le balayez d'une certaine façon. Juste un point, oui. Il ne s'agit pas... L'inégal accès, il existe aujourd'hui, si vous voulez. Donc il ne s'agit pas du tout de dire demain. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à demain, c'est quelque chose qui est déjà présent maintenant. Et donc de dessaisir les deux questions me paraît tout simplement passer à côté de la question. Mais je ne désavoue pas la question, si vous voulez. Je demande juste qu'elle soit davantage liée à son écosystème. Mais cette question de l'inégalité, voilà, vous la... Cynthia's quite right, of course. There is huge inequality of access today to expensive, high-tech, modern medicines. I live in the USA, where the inequality is even worse. Cynthia a parfaitement raison, il existe des inégalités considérables pour ce qui concerne l'accès aux technologies médicales de haute technologie qui sont modernes. Et moi, je vis aux États-Unis où cette question de l'inégalité est encore plus grave. But I'm going to argue for you that the access to this new type of rejuvenation medicine will not follow the same pattern, because the reasons why we have unequal access today will not apply. Mais alors ce que je peux vous dire, c'est que l'accès à ces médicaments de rajeunissement ne suivra pas cette même tendance parce que les raisons qui expliquent les inégalités d'accès aujourd'hui ne s'appliqueront plus. And the reasons are, they ultimately arise from the fact that almost everybody who is sick today in the Western world is sick because of aging. Now, that means that the medicines that they have access to today are medicines that don't work. Alors, grosso modo, la plupart des gens presque tous les gens qui sont malades aujourd'hui en Occident sont malades à cause du vieillissement, ce qui signifie que les médicaments auxquels ils ont accès ne fonctionnent pas. In other words, all they do is they keep people slightly less sick for somewhat longer than if they didn't have the medicine. And it's not obvious that that's a particularly good thing. People do not feel desperate to get hold of medicines when that is all they do. Et donc finalement, ce que font ces médicaments, c'est vous rendre un peu moins malade pendant un peu plus longtemps. Et est-ce que c'est vraiment légal? Parce que je ne pense pas que les gens se battent pour obtenir des médicaments qui ne fassent que ça. So now, consider the situation when we have medicines for the health problems of old age that actually work and make people healthy again, properly healthy again, and stop them from getting sick in the first place. We can think of three things here that are completely different from medicine for the elderly that doesn't work. Firstly, the humanitarian imperative. It's perfectly clear that the right to health is a very basic human right,
And if we have the ability to provide it to people, we have a moral obligation to do so. But you may say, well, there are lots of things we have a moral obligation to do that we don't do, so maybe this will happen anyway. But then there is the electoral imperative. If one of the major parties in France, for example, is saying, we're going to raise taxation so that we can give everybody these medicines who is old enough to need them, and the other party is saying, we're not going to raise taxation and we're going to let you get sick when you get old, who do you think is going to get elected? I'm pretty sure it's the first party. But you may think, well, you know, Brexit. You may think Trump. You may think, you know, elections don't always go according to plan. And I agree, they don't. So maybe that's not a completely ironclad answer either. But try this one, the economic imperative, the completely mercenary economic imperative. Being sick is expensive. Being sick when you're old means being sick for a very long time, and that's incredibly expensive. So what we have today is a huge number of people in all of the developed world, and increasingly even in the developing world, costing their country's economy vast amounts of money because of the medicines that they need. Of course, the medicines to stop them getting sick will also be expensive, but prevention is always better than cure. But much more than that are the indirect economic costs. The fact that the children of the elderly are so much less productive than they could be because they're having to spend time looking after their sick parents. And the fact, of course, the biggest one of all, the fact that the elderly themselves are no longer able to contribute wealth to society. So actually, today's medicine is not a precedent at all. The only precedent that really exists today is basic education. Even in the USA, which hates taxation, basic education is free for everyone. It's too basic, certainly, but it exists. And that's for the same reason. If you don't educate your kids, the country's going to be bankrupt in 20 years. That's why I am certain that we will not have a problem of inequality of access to these therapies. And I apologize to the interpreter for making her give a long speech now. J'arrive, excusez-moi. Alors, on a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, on a un impératif humanitaire vis-à-vis des personnes qui sont malades. Le droit à la santé, c'est un droit fondamental. Et donc, si on peut soigner les gens, il faut le faire. Alors, vous pouvez me rétorquer à cela que bon, des obligations morales, on en a beaucoup, on ne les respecte pas toutes pour autant. Très bien. Et donc, j'ai un argument numéro 2 qui est l'impératif électoral. Si vous avez un parti qui vous dit qu'il va augmenter les taxes sur les médicaments parce qu'il peut soigner des gens, un autre qui va vous dire qu'il veut baisser les taxes sur les médicaments parce que tant pis, on n'a qu'à rester malade, qui va être élu, a priori, le premier parti. Et là, vous pouvez me rétorquer que oui, mais le Brexit, oui, mais Trump, on ne sait pas toujours ce qui va ressortir des élections. Très bien. Et là, je vous présente mon argument numéro 3, qui est imparable, c'est celui de l'impératif économique, donc purement financier, qui est que la maladie, ça coûte énormément d'argent, et quand ce sont les personnes âgées qui sont malades, eh bien, ça coûte encore plus d'argent parce que ces personnes sont malades pendant longtemps. Alors, il y a énormément de personnes dans le monde des pays développés et encore plus, de plus en plus dans les pays en développement, qui coûtent beaucoup à l'économie de leur pays parce qu'elles consomment des médicaments. Alors, évidemment, les médicaments, ça coûte de l'argent, mais la prévention, eh bien, ce serait encore mieux, ça coûterait moins cher. Et puis, il y a les coûts indirects aussi. C'est-à-dire que les enfants des personnes âgées qui sont malades sont moins productifs pour la société puisqu'ils doivent s'occuper de leurs parents. Et puis, les personnes âgées elles-mêmes ne contribuent plus à la productivité et à l'économie d'une société. Et donc la médecine, aujourd'hui, finalement, c'est un peu comme l'éducation fondamentale. Les États-Unis, par exemple, c'est un pays qui a horreur des taxes, et pourtant, ils ont un système d'éducation de base qui est gratuite pour tous, pour exactement les mêmes raisons. C'est-à-dire que si nos enfants ne vont plus à l'école, notre économie s'effondre. Donc c'est la raison pour laquelle je peux vous garantir que ces inégalités ne perdureront pas. Merci. Bravo.
Pour terminer, est-ce qu'on pourrait faire un effort d'imagination, peut-être, essayer d'imaginer à quoi ressemblerait une société d'individus qui vivrait plusieurs centaines d'années, voire un millénaire ou deux, sachant que ce serait peut-être une société où voilà, donc plus personne ne mourrait, la question des retraites serait complètement revue, la population ne se renouvellerait plus, les naissances seraient peut-être contrôlées, voilà, peut-être d'abord Aubrey de Grey et ensuite Cynthia Fleury. So, one thing I always need to point out when people ask me to imagine a world in which people are very old is I have to remind people that we only get older at 1 year per year. Alors ce qui est important à rappeler à chaque fois qu'on me pose cette même question, d'imaginer un monde où les gens seraient tous beaucoup plus vieux, c'est qu'en fait on ne vieillit que d'1 an par an. So when we consider a world in which people are 200 years old, don't even worry about 1,000, just 200, we're talking about a world that's 100 years in the future. Et donc, lorsque l'on imagine un monde où les gens auraient environ 200 ans, oublions complètement cette histoire du millénaire, là, on parle d'un monde qui est dans plusieurs centaines d'années. And quite a lot of things happen in 100 years. We're going to have no jobs anymore because robots are going to be doing everything. So it makes no sense to think about pensions as a problem that we will have to address because of the elimination of aging. We're going to have to address it way sooner than that because of the elimination of jobs. Et donc, énormément de choses peuvent se passer entre-temps. Par exemple, on n'aura plus d'emplois, puisque tous les emplois auront été remplacés par des machines. Donc, la question de la retraite, en fait, ne se posera pas sous cette forme, puisqu'on aura eu à la résoudre bien avant, lorsqu'on aura arrêté d'avoir des emplois. So I'm a first things first kind of guy. I think about a world in which hardly anybody is sick. And that might happen 20 or 30 years from now. Nobody will be even 150 then. But nobody will be sick, and that will be a very different world. And also, I think about a world even sooner than that, perhaps 5 years from now, in which people are still getting sick when they get old because we don't have these medicines, but in which we have made enough progress towards the development of these medicines that everybody knows they're coming. And probably in time for them. So even though nobody has lived to 150, let alone 1,000, most people think that they are actually going to live to 150 or 1,000. That's going to be a very different world too. And as I say, that could be 5 years away. Alors moi j'ai tendance à toujours dire qu'il faut commencer par le commencement. Et moi, ce que j'imagine, c'est un monde où presque plus personne ne serait malade. Et là, je ne vous parle pas d'un monde où on vivrait 150 ans, je vous parle de quelque chose qui pourrait arriver dans une vingtaine d'années. Et les gens ne seraient quasiment plus malades, et là, on aurait un monde extrêmement différent. Et puis projetons-nous un peu plus tôt même, dans environ 5 ans, les gens seront encore malades, les personnes vieilliront et continueront d'être malades, car on n'aura pas encore développé les médicaments pour l'empêcher, mais on aura fait suffisamment de progrès pour que les gens commencent à envisager et à penser que ces médicaments arriveront bientôt. Alors, ils ne vivront pas encore jusqu'à 150 ans, oublions encore les millénaires, mais ils penseront qu'ils pourront vivre 150 ans, et là aussi, le monde aura considérablement changé. Et là, c'est dans 5 ans que je vous parle. Cynthia Fleury, est-ce que vous partagez cette vision d'une société où peut-être aussi on n'a même pas besoin de se poser la question là tout de suite finalement, puisque le temps aura passé et qu'on aura peut-être résolu ces questions difficiles? Ce que je trouve intéressant, c'est que quand on fait cet exercice de science-fiction, de projection comme ça, de vie éternelle, j'ai l'impression que c'est presque contre-productif par rapport à ce qu'on essaye de réinterroger sur cette question encore une fois, de séparer la vieillesse de la dépendance, de séparer la vieillesse de l'irréversibilité.
parce que ça aussi c'est une question sur laquelle on aurait pu revenir, c'est-à-dire si on se projette comme ça, est-ce qu'on maintient, a priori oui, une évolution des âges de la vie, ou est-ce qu'à un moment donné on considère que voilà, il y a un âge au-delà duquel, en tout cas, une certaine idée de soi-même ne doit pas... parce que c'est toujours comme ça, on veut toujours remonter en amont. Donc je trouve que dès qu'on fait ce travail de quasi dystopique, utopique, je ne sais pas bien le qualifier, c'est assez contre-productif. Et alors, moi qui suis psychanalyste, c'est, si j'ose dire, ce qu'on appelle le nexus familial, vous savez, c'est-à-dire le fait que vous êtes toute votre vie pourchassé par la névrose familiale. Alors là, je dois dire que si on est tous ensemble jusqu'à la fin du monde, voilà, bon, enfin moi ça me fait plaisir, j'aurai beaucoup de travail, mais je dois dire que oui, c'est particulier. C'est particulier, je ne suis pas sûre que ça donne envie aux uns et aux autres de faire l'expérience. Mais tout ça pour dire que les questions qui sont, moi, qui me paraissent importantes, c'est est-ce que la vieillesse est un processus naturel ou est-ce que c'est une maladie ? C'est ça qui a été dit. Et aujourd'hui, il y a des controverses, bien évidemment, autour de ça, parce que c'est les deux. Et que quand on sait, à un moment donné, traquer ce qu'il y a de plus pathologique dans cette histoire-là, on arrive à guérir, mais sur ce qui est l'évolution naturelle des cellules, aujourd'hui, plus on repousse, bien évidemment, le pathologique et le polypathologique, et plus on repousse la vieillesse. Et ça, moi, cette question-là, je la trouve intéressante, importante. Je ne pense pas qu'elle soit antinomique de l'humanisme de l'homme. Je pense en revanche qu'elle devient très vite antinomique de l'humanisme de l'homme si, précisément, je vous l'ai dit, elle se dessaisit de la question du modèle de justice sociale qui est derrière. Parce que les hommes sont des hommes, qu'ils aient 50 ans ou 1000 ans. Et qu'à un moment donné, ils s'organisent et qu'ils ont des lois d'organisation qui sont celles de la normalisation, et qui dit normalisation dit discrimination, dit stigmatisation, et vous avez beau mettre de la science dans tout ça et de la technique dans tout ça, vous n'enlevez pas ce phénomène-là. Donc c'est pour ça que moi qui m'intéresse davantage à l'humanisme, je préfère corréler ces questions que les dissocier. Mais en revanche, encore une fois, et puis quand même, juste un point, c'est très très différent de penser quelque chose qui est 100 ans pour tous, qui est déjà posé quasiment aujourd'hui, et 150 ans, et puis 1000 ans. Bon. Donc je ne sais pas si ce sera possible un jour. Est-ce que c'est souhaitable? Éventuellement oui, à partir du moment où ça ne se dessaisit pas, encore une fois, d'une réflexion commune sur la question du modèle de justice sociale. Si c'est dissocié, c'est vrai que pour le coup, ça, pour moi, c'est une barbarie technique à l'envers, mais c'est nécessairement la fin d'un humanisme au sens d'une philosophie, quoi. Aubrey de Grey, est-ce que vous souhaitez réagir? I agree with a lot of what Cynthia just said. I hope I have made clear that we need to do as much as we can today to anticipate the transition into a post-aging world so that we can make the post-aging world as good as possible for everybody, and also, perhaps even more importantly, so that we can make the transition into a post-aging world as smooth as possible. That's why I took such trouble to emphasize what's going to happen maybe only 5 years from now, that the world is going to wake up and have different expectations of their future. Because that's going to change huge things in terms of how people spend money on their pensions or on their life insurance or whatever. And that's, people had better be ready for that. I think that's a big social justice issue. And nobody's ready. I get quite a lot of invitations to speak to pension funds and banks and so on, and I tell them all this, and that their business is to understand this thing, and even they have real trouble
not just pushing it away and saying they'll think about it when they have to. It's terrifying. Alors, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que Cynthia vient de dire. J'espère que j'ai été bien claire lorsque j'ai dit que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est faire tout notre possible pour anticiper au mieux la transition vers le post-vieillissement, afin que le monde dans lequel on vivra soit le meilleur possible et surtout que cette transition se fasse de la manière la plus fluide possible. D'où mon exemple de ce qui pourrait se passer dans 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on commence à envisager que du jour au lendemain, on va se réveiller et le monde sera différent, surtout lorsqu'il s'agira de nos attentes pour l'avenir et notamment de la manière dont on va dépenser notre argent aussi, que ce soit pour les assurances vie, pour les retraites. La plupart des gens doivent être prêts à ça. Et là, il s'agit vraiment de la question de la justice sociale. Moi, je suis souvent invitée à aller parler à des banques, à des fonds de pension. Et alors même que ce sont des gens dont c'est le travail, ils ont énormément de difficultés à faire l'effort de ne pas négliger cette question et de se dire qu'ils y penseront plus tard. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Cynthia Fleury, Aubrey Degré, vos 2 interprètes. Merci à vous. En espérant que voilà, ce débat, cet exercice de pensée vous aura donné un petit avant-goût de ce qui nous attend d'ici 5, 10, 15 ou 1000 ans. Voilà.